Pierre-Yves, on attaque le gros morceau chloroquine. Allons-y. Qu'est-ce que tu penses de cette polémique autour du professeur Raoult Alors, et de la c'est très chloroquine? simple. Très simple. Premièrement, on va voir les protagonistes. Le premier protagoniste, c'est le professeur Raoult et l'IHU de Marseille. Bon. Alors, premièrement, ce n'est pas lui qui a parlé en premier de l'hydroxychloroquine, ce sont les Chinois. Et ça, je tiens à le dire, ce qui me gêne, ce qui m'écoeure dans cette crise, c'est qu'on se permette de mépriser la science de grandes nations comme la Corée du Sud ou comme la Chine depuis les plateaux de BFM TV. Ça, tu vois, ça, quand on est Patrick Cohen, anthropologiquement, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on peut avoir un mépris légitime. Donc, de permettre, comme au bon temps de la coloniale, de dire que ils n'y connaissent rien. Premièrement, les formations scientifiques dans les États d'Asie du Sud-Est sont aujourd'hui supérieures à la plupart de ce que l'Europe est capable de faire. Il faut bien comprendre que l'effondrement des Européens aujourd'hui est à la face du monde. Donc les Chinois ont déjà testé ce protocole et ont remarqué qu'il faisait baisser la charge virale. Alors, soyons un tout petit peu plus clairs pour nos amis. Cette maladie, sur 100 patients, on va prendre 100 patients. Sur ces 100 patients, 85% vont certainement guérir d'eux-mêmes, après 5 jours très difficiles. Moi, j'ai 2 de mes proches qui l'ont actuellement et qui sont en crise. D'accord ? Bon. Dont un jeune homme très costaud qui aidait dans les hôpitaux. Tu vois ? Si tu veux, 85% vont guérir d'eux-mêmes. 15% vont avoir un problème. La plupart s'en sortiront, bien sûr, mais premièrement, vont prendre un lit d'hôpital pendant 20 à 30 jours en réa, et deuxièmement, auront et ça on en parle déjà beaucoup moins, des difficultés post-op quand ils sortiront de l'hosto, parce que se remettre d'une réa longue, c'est pas donné à tout le monde. Bon. Donc, si tu veux, c'est comme en guerre, il y a les tués, il y a les blessés. Et sur ces 15%, tu auras une partie qui feront un syndrome de détresse respiratoire et qui vont mourir, qui sont les moins nombreux. Bon, fort bien. L'hydroxychloroquine aiderait si les Chinois ont raison. Le problème, c'est que si on compte à l'instant où nous parlons, mon camarade, il y a des gens qui peut-être ne suivent pas assez les blogs des actuaires ou ne suivent pas assez BFM ou outrepassent les consignes du grand professeur Patrick Cohen, docteur à France Télévisions. Et tous ces pays sous-développés sont le Pakistan, l'Inde, le Maroc, la Thaïlande, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Russie, la Chine, la Corée du Sud, les États-Unis, Israël, qui devient une nation sous-développée elle aussi, d'un point de vue médicamenteux, c'est quand même pas tout à fait vrai, etc., etc. Donc toute cette bande de crétins qui représentent les 2/3 de l'humanité n'écoute pas BFM TV. Bon, très bien. Et n'écoute pas Jupiter, parce que Jupiter, tu le sais, le monde entier nous l'envie, mais ne veut pas nécessairement venir le chercher, c'est fort dommage. Donc, à la suite de la publication des travaux des Chinois, Agnès Buzyn fait mettre la chloroquine, enfin l'hydroxychloroquine, comme substance vénéneuse. Alors nous allons revenir une seconde sur ce qu'est l'hydroxychloroquine et sur ce qu'est l'azithromycine, qu'on connaît mieux sous le nom de Zitromax dans un cas et de Plaquenil dans le d'autre. Peut-être si tu peux nous donner un indice quant aux dates. Là, on est fin janvier, au moment où ça passe en substance vénéneuse. Nous sommes fin janvier. Ok, Et poursuivant. alors pourquoi ? Alors le Zitromax, donc l'azithromycine, je peux en parler pour le coup totalement. Moi, je ne suis pas médecin. En tant que patient, moi, j'ai été traité dans une maladie pas lourde, mais longue, au Zitromax. Le Zitromax n'a pas eu sur moi d'effet secondaire. Un Américain sur 8 par an prend du Zitromax, qui est donc, je pense que je peux le dire sans violer la sensibilité de nos auditeurs, le Zitromax est un antibiotique d'usage courant. Un Américain sur 8. Il y a plus de 300 millions d'Américains. Un Américain sur 8 par an, chaque année. Moi qui vous parle, j'ai été l'un des très très nombreux humains traités au Zitromax. L'hydroxychloroquine, qui est un dérivé donc, de la chloroquine et de la quinine,
est un médicament qui est le médicament, par l'intermédiaire du Plaquenil, qui est sa forme commerciale, des gens qui ont été des coloniaux en Afrique, de toute personne vivant dans un espace qui est travaillé par la malaria, plus connu sous le nom de paludisme, et c'est le médicament des militaires. Donc toute l'armée française prend du Plaquenil sous une forme ou sous une autre, tous les jours. Alors moi je veux bien, ça veut dire qu'on empoisonne nos soldats. Il y a également les personnes qui sont atteintes du lupus qui prennent ça, je crois. Les personnes qui sont atteintes du lupus ou les personnes qui sont atteintes de certaines pathologies qui sont, par exemple, si tu veux, la polyarthrite rhumatoïde, enfin des trucs comme ça. Bon. Ça fait beaucoup d'empoisonnés. Ça fait beaucoup d'empoisonnés. Alors, est-ce que tu m'autorises à me déplacer une minute? Je vais prendre un Vas-y. Je vais prendre un Vidal, comme ça. Oh bah tiens, il est là. Le Vidal 2019, donc la Bible des médecins. Comme ça, on ne va pas me dire que... Des médecins ou de Patrick Cohen? Oui, mais le professeur Cohen n'a pas de Bible. Le professeur Cohen a écrit la Bible. C'est lui la Bible. Allons-y. Le professeur Cohen n'a pas de science. Il est la science. Voilà, Plaquenil. Donc, hydroxychloroquine. Nous sommes donc à la page 2259 du Vidal 2019. Qu'est-ce qui est dit? Là, le Vidal, c'est une source intouchable dans le corps médical français. D'accord? Donc, alors, indication chez l'adulte. Traitement symptomatique d'action lente de la polyarthrite rhumatoïde, du lupus érythémateux discoïde, du lupus érythémateux subaigu. Le lupus est une maladie extrêmement grave qui se traite par chimio et qui est généralement mortelle. Elle s'appelle lupus parce qu'elle défigure sous la forme du loup de théâtre. Et elle prend comme ça. C'est assez atroce comme maladie. Traitement d'appoint ou prévention des rechutes de lupus systémique, prévention des lucites. Voilà. Et donc, tu as également ça s'administre aussi aux enfants dans les mêmes cas. Alors, tu as différentes posologies dans lesquelles nous n'allons pas entrer si tu veux bien. Contre-indication. Bon. Il y a, vous voyez, ça dure une page, il y a sur des effets indésirables, sur des précautions d'emploi, ce qui veut dire quoi? Que c'est un vrai médicament. Et un vrai médicament, ça a des effets secondaires. Parce que je veux bien qu'on traite tout le monde au Doliprane, mais le Doliprane aussi est un vrai médicament. Si vous en prenez 10, je vous déconseille de le faire à la suite, parce que de toute façon, vous ne serez plus là pour pouvoir porter plainte contre moi. Et deuxièmement, la prise trop lourde pendant trop longtemps de Doliprane provoque de très lourds problèmes hépatiques. Ce qu'on oublie de vous dire. Mais un vrai médicament, ça a des effets secondaires. Voilà. Je vous le dis sincèrement. Moi, je suis comme vous, je suis un patient. Je suis de famille médicale, donc ce que je dis là, la plupart des gens en ont peu conscience, mais un vrai médicament, ça a des effets secondaires. Et donc, cette hydroxychloroquine a des effets secondaires. Donc, si tu veux, il ne faut pas être allergique au blé, il faut être surveillé. Philippe Douste-Blazy, cardiologue, l'a très bien dit, oui, il faut être surveillé quand on est cardiaque, mais les complications cardiaques, c'est-à-dire des torsades, sont parfaitement maîtrisées par les cardiologues. Alors après, les gens disent, oui, vous vous rendez compte, on ne doit pas c'est de l'empoisonnement, on ne peut pas s'auto-médicamenter avec. Médicamenté, ouais. Mais bande de crétins, enfin, c'est un vrai médicament, on ne s'auto-médicamente pas avec un vrai médicament. Il faut que vous arrêtiez. Enfin, depuis quand c'est un argument pour critiquer un médicament? Bon. Alors, si tu veux, donc, ce protocole est mis au point par ce professeur Raoult. Qui est le professeur Raoult? C'est un homme qui a déjà vaincu avec des protocoles parallèles 2 maladies lourdes, dont la fièvre Q. C'est-à-dire, c'est un homme qui a vaincu 2 maladies à 68 ans. Pas mal. Quand il dit, alors, attachons-nous une minute à la personnalité du professeur. Tout ce que nous savons de lui, c'est que c'est un homme qui est indifférent à l'argent. La rumeur à Marseille veut même qu'il roule en Dacia, il faut être pervers. Et par contre, c'est un homme qui est obnubilé par la médecine.
C'est un combattant de la médecine, c'est un combattant du virus, c'est un homme qui a mis toute sa vie là-dedans et qui est un vrai scientifique. Et je vous renvoie à ces conférences qui sont bluffantes, intellectuellement parlant. C'est un homme qui n'a pas, quand il dit « je suis une superstar », oui, il a raison. Alors, il faut que vous voyez la sociologie. C'est un chef de service et c'est un professeur de médecine. Les professeurs de médecine sont le haut de la chaîne alimentaire médicale. Ces gens-là ont des services entiers sur le dos. Ils ont la vie de dizaines de personnes. Par exemple, dans le cas du professeur Raoult, il a la vie de 70 personnes qui dépendent de lui tous les jours. C'est une pression que vous ne pouvez pas comprendre quand vous ne la vivez pas. Moi, je peux vous le dire, beaucoup de gens disent que j'en ai plein la bouche de mon paternel. Moi, je sais que dans la salle où je me trouve actuellement, il y a déjà eu 2 personnes en arrêt cardiaque en même temps, qui les a sauvées toutes les 2. Ça vous donne un sentiment bizarre par rapport à l'autre et par rapport à vous-même. Que des professions de service qui ne rendent pas service à l'autre, quand on fait des graphiques toute la journée, etc., qui sont de nobles métiers. Mais vous voyez, médecin, c'est comme professeur, c'est comme soldat, c'est comme prêtre. Il y a des professions particulières. Et je pense qu'il faut bien comprendre que nous n'avons pas tous la même utilité au corps national. Et je le dis d'autant plus que je suis moins utile au corps national que mon père, que ma sœur infirmière, ou que la totalité des miens qui sont sous blouse blanche actuellement. Vous voyez ? Donc, je pense qu'il faut, dans une société bien réglée, on n'a pas le droit d'attaquer gratuitement un homme qui fait ça. Surtout quand on n'a pas d'argument. On n'a pas le droit de mépriser de grands scientifiques. Je pense par exemple à un grand professeur africain qui lui a affronté Ebola infiniment plus dangereux, fièvre hémorragique. Là, pour le coup, tu perds les patients à l'appel. Qui s'est rallié au professeur Raoult comme une large partie de la communauté scientifique. Je pense au professeur Perron. On va revenir sur les problèmes scientifiques stricts. Je pense au professeur Perron, je pense à énormément de médecins. Perron, c'est pas n'importe qui. C'est l'un des grands patrons de l'infectiologie à Garches. Rien que l'équipe du professeur Raoult, donc on nous a dit que c'est une espèce de savant cosinus, d'homme seul, c'est totalement faux. Bon. Le grand problème, c'est que si tu veux, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est viser les cas moyennement sévères et faire baisser donc leur contagiosité pour éviter la thrombose hospitalière. Alain Bauer avait fait, encore spécialiste de sécurité intérieure, tu vois, sécurité intérieure, santé publique, ça va ensemble, avait tout dit là-dessus, sur les buts du professeur Raoult. Alors pourquoi il y a des tas de pays qui sont en train d'y passer. Là, par exemple, j'ai vu le Canada ce matin. Et pourquoi nous, ça fait un scandale ? Eh bien, déjà, pour une raison. Le professeur Raoult est détesté par des petits marquis de gauche, chevènementistes d'ailleurs pour la plupart. On ne dira jamais assez combien la présence de ces gens dans nos rangs, pour la plupart, a été une perte sèche. Parce qu'il a des défauts pour eux. Premièrement, c'est un scientifique, donc pour lui, par exemple, on doit pouvoir parler du réchauffement climatique. C'est avant tout ça, rappelle-toi que c'est venu de ça. Parler, c'est-à-dire contester, débattre, à propos d'eux. Oui, contester, débattre. Ah ouais. On doit pouvoir parler de Darwin, parce qu'on ne va pas maintenir la même théorie de l'évolution maintenant qu'il y a un siècle, sans pour autant revenir à la Terre plate. Enfin, il faut arrêter. Le gros souci, c'est qu'il y a eu, tu as eu un virologue de renommée mondiale, français, qui a d'ailleurs appuyé Raoult, qui a dit, vous savez, on a fait toute une médecine à test. C'est une médecine qui a 50 ans. Elle est née dans les années 70. Mais on a fait de la médecine bien avant. Particulièrement quand on fait de la médecine opérative. C'est là où Idriss a tout dit là-dessus, sur ces différences de point de vue entre ceux qui vont entrer en science comme on entre en religion et ceux qui vont rester dans l'empirisme scientifique et qui vont avant tout voir ce qu'est la loi de la médecine. La médecine, c'est le patient est vivant, le patient est mort. Pour nos auditeurs, c'est la vidéo d'Idriss Aberkan où il dresse un parallèle avec la pensée de Clausewitz. Voilà, vous allez sur sa chaîne YouTube, vous la trouverez facilement. Or, le grand problème,
si tu veux, c'est que les données, attention, on parle bien, c'est très drôle d'ailleurs, on dit les données du professeur Raoult. Personne ne veut voir les études chinoises. Non, non, c'est les Niakwe, racisme universitaire de base. Ça, c'est du racisme de base. Bon. Ils disent, ce n'est pas la validation habituelle du savoir. Je suis tout à fait d'accord. Mais la validation habituelle du savoir, ne doit pas cacher des conflits d'intérêts, et là nous allons y revenir, et deuxièmement, c'est facile en temps de paix. Mais quand tu as X milliers de patients qui peuvent canner, eh bien, je vais te donner un exemple, les époux de Lépine l'avaient très bien dit, nous avons eu le même cas en oncologie pédiatrique il y a quelques années. Nous avions un protocole européen qui était très bien. Ah, c'était bien, c'était européen. Ouais. 10 gamins en oncologie pédiatrique, 10 gamins, 8 morts. Quel résultat? Et là, tu as un Américain qui est arrivé, tout le monde a dit que c'était un pouilleux. Bah, le pouilleux a inversé les quotas. Alors, tu as des gens qui ont dit ah non, 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 pas de test en machin et trucs. Oui, le problème, c'est que le gamin est vivant. Moi, je suis père d'une petite fille de 5 ans. Le binoclard qui viendra me dire c'est pas bien, votre fille est vivante grâce à un traitement qui n'a pas été fait en double aveugle, va porter plainte contre moi lourdement pour coups et blessures. Aggravé. Et pour nos auditeurs, jusqu'à 3 jours d'ITT, vous pouvez vous faire plaisir d'un point de vue légal. Petit conseil entre amis. Et le grand problème, si tu veux, c'est que nous avons statifié une science. Je vais te donner un exemple. Un bon médicament qui est très bien, qui a fait des tests en double aveugle, le Mediator, c'était vachement bien. Je vais te donner un autre exemple qui est le scandale Vioxx. Ah, il avait été testé scientifiquement, le Vioxx. Pas assez, c'est vrai. Mais néanmoins, 30 000 morts. Enfin, 27 000 morts. C'est bien. Donc, si tu veux, et surtout, quand tu es en état de guerre face à un virus, il y a un problème éthique. Parce que si tu fais un test en double aveugle, c'est-à-dire que tu mens au praticien en ne lui disant pas quelles sont les doses actives et celles qui sont des placebos, tu mens au praticien, tu mens au patient. Dans les yeux. Excuse-moi, face à une maladie, puisque tu dois la tester sur un échantillon représentatif de malades, donc des gens de 70 ans, on est d'accord. Donc des gens qui peuvent y passer. Et tu leur mens dans les yeux. Je veux bien qu'on me dise que c'est un comportement scientifique, qu'on me dise que c'est un comportement éthique, il va falloir quand même arrêter. Et parce qu'on est d'accord pour nos auditeurs, il s'agit de dire sur un groupe, admettons, de 100 personnes, qu'une partie de ces 100 personnes vont recevoir un traitement qui n'est en réalité qu'un placebo. Et donc, on leur ment consciemment et en toute conscience, on refuse de les traiter. Alors je n'ai rien contre la procédure de double aveugle. Je dis juste que la procédure en double aveugle n'est pas un hostie. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Il faut mettre de la science. Il faut alors croire en l'hydroxychloroquine, c'est un acte de foi, mais là encore, il y a un moyen de s'en sortir. Laissons à la science son temps de validation. Là, on a encore une étude chinoise qui va dans le sens de Raoult. Pas de bol. Bon, c'est toujours les Niakwe. On ne veut pas en parler. Hein, c'est pas grave. Hein, de le temps béni des colonies. Hein, ça doit être aussi pour ça que le brave monsieur de Véjan, parce que lui, il croyait à Occident, hein, que malheureusement, le pangolin a gagné. Et le grand problème, si tu veux, c'est que laissons à la science le temps, mais laissons aux professionnels de santé en leur âme et conscience. Parce que s'il y a un homme qui est d'équerre vis-à-vis de son serment actuellement, c'est le professeur Raoult. Personne ne peut lui enlever ça. C'est que lui, il bouge. Et deuxièmement, je n'aime pas, je le dis, quand un homme se bat, c'est dans une population qui est abattue, c'est un fait de psychologie politique et positive énorme. Voilà. Moi, je n'aime pas la moutonnerie, je n'aime pas ce pétinisme ambiant, je le dis sincèrement. Or, il y a un homme qui se bat, qui a des résultats, et Alain Bauer a tout dit encore là-dessus. Au pire, le professeur Raoult a tort. Il met sa réputation en danger. Ça t'enlève quelque chose à toi? Non, ça ne regarde que lui. Ça ne regarde que lui. Il soigne ses patients, il les sauve. Parce qu'a priori, jusque-là, les chiffres de l'IUT de Marseille sont clairs. La plupart ont été sauvés. Quand je dis la plupart, il en a sauvé plus de 1000, il en a perdu un. Donc, quelques personnalités publiques dans le lot. Estrosi, Valérie Boyer. Valérie Boyer. Alors, on est d'accord?
Ceux-là, ils sont sauvés. Donc, ils sont contents. Et tout le reste, eh bien, ceux qui doivent vivre, vivront, ceux qui doivent mourir, mourront. Donc, de toute façon, primum non dolere, le premier pas du serment du médecin ne fait pas de mal. Le professeur Raoult a fait tout sauf du mal. Je ne dirais pas autant, et là nous allons venir à quelque chose de beaucoup plus méchant, qui est des conflits d'intérêts qui se font sur cette affaire. Parce que, qu'on le veuille ou non, Agnès Buzyn et son mari, M. Lévy, étaient en guerre contre le professeur Raoult. Cette guerre a été validée par la presse et nous en avons tous les tenants et les aboutissants. En plus d'une nullité ministérielle qui confine au scandale d'État, Mediapart a lancé, je crois, cette nuit, une grosse enquête, a rendu public une grosse enquête sur les problèmes de masques. Pourquoi on lui en veut tant que ça, Panoramix? Bon, il est vrai, alors on me dit, te rends compte, t'as vu sa dégaine? On va être, je vais vous le dire, la désinformation est allée loin contre lui. J'ai eu un de mes amis, journaliste à Valeurs Actuelles, un mec brillant, hein. Il m'a appelé, qui me dit, Pierre-Yves, qui m'a envoyé un message. Tu peux pas prendre fait et cause pour ce mec-là. Il est pro-migrant. Alors c'est vrai, Didier Raoult n'est pas un opposant à l'immigration. Mais depuis quand vous demandez les certificats de baptême des mecs qui viennent vous sauver les miches? Depuis Ouais. quand? Je vais vous donner un exemple. J'ai une détestation profonde. Autant j'admirais son père, autant je n'aime pas le fils. Je n'aime pas Bernard Debré. Mais c'est un très grand urologue. J'ai été l'un de ceux qui a certainement été dans mes commentaires publics les plus infects avec Philippe Douste-Blazy. Et a raison, parce que politiquement, il vaut rien. J'ai été l'un de ceux qui a popularisé le terme Mickey d'Orsay quand il était, au ministère. Et bien pourtant, en cardiologie, il a bonne réputation. On ne juge pas un médecin sur ses avis politiques. C'est criminel de faire ça. Je n'aime pas la guerre idéologique quand elle porte là. Ce n'est pas notre métier. Et ça, c'est vraiment des gens qui ne savent pas ce qu'est faire de la politique. Je le dis sincèrement. Or, on dit le professeur, vous voyez jusqu'où est allée la volonté de dénigrer ce type? Qu'est-ce qu'il a pu faire, Panoramix? On me dit, oui, il est mal habillé, t'as vu, il a les cheveux longs, on dirait une sorte de Richelieu hard rocker avec une bagouze en forme de tête de mort, ce qu'au passage, j'ai pas du tout. Ils sont allés jusqu'à dire que c'était une bagouze d'extrême droite. C'est un truc de hard rock. Enfin, j'ai une dizaine de mes copains qui portent la même. Bah, Donc, tu connais la tradition récente de racisme capillaire en France. Hein. C'était ah bah sûr oui, que non ça mais allait emprunter ce chemin. ah bah c'est certain. Et donc, oui, tu as vu la dégaine. Ce mec a sauvé des centaines ou des milliers de vies dans sa vie. Alors, avant de lui cracher sur les godasses, un minimum de retenue et 2 tons en dessous. Or, en réalité, pourquoi on le déteste tant que ça? C'est un homme qui a une vraie dévotion à la science. Mais la science n'est pas la science est un doute, tout comme la vraie foi en est. La science n'est pas pour les chercheurs d'église. Je vais vous donner, d'ailleurs, je vais même aller encore pire que ça. Si vous ne voulez pas des procédures, déjà, si vous ne voulez pas du traitement de Raoult, il n'y a pas de problème, personne ne vous le donnera de force. Mais par contre, vous devez être cohérent. La procédure test de masse, isolement, etc., c'est lui aussi. Les grands IHU d'infectiologie, c'est lui aussi. Donc vous balancez tout ce qu'a fait la Corée du Sud, etc. Qu'est-ce que vous avez à mettre en face? Rien. Vous n'avez rien à mettre en face. Et d'autant plus que vous pouvez ne pas aimer ce personnage. Mais, au-delà de lui, c'est toute une communauté médicale qui se soigne aujourd'hui à la chloroquine pour pas qu'on ait une hécatombe chez les toubibs. Et donc, je dis, faisons confiance aux médecins. Alors après, vous me direz, oui, mais les effets secondaires. Je l'ai dit, le Zitromax est un médicament qui est maîtrisé. La chloroquine est un médicament qui est encore plus maîtrisé. C'est un médicament qui était utilisé en Amérique du Sud au XVIIe, XVIIIe siècle, déjà, bien sûr sous une autre forme, qui est utilisé depuis 70 ans par la France et qui a été donné à près d'1 milliard d'êtres humains. Donc s'il y a bien un médicament dont on connaît tous les effets secondaires, c'est celui-là. Mais alors, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, Panoramix? Je vais vous le dire. Didier Raoult a un gros défaut. Il aime bien soigner les gens à pas cher.
Il a déjà vaincu 2 maladies pas chères. Donc, il est en train de ruiner le game, tu vois, pour certains. Parce qu'ils n'aiment pas la santé coûteuse. Ils n'aiment pas cette santé que certains labos, je ne dis pas tous, je dis que certains labos aiment beaucoup les systèmes mutualistes pour pouvoir assécher avec des médicaments chers à faible rendement, assécher les caisses collectives. Et ça, c'est un usage privatif de la sécurité sociale que je trouve criminel. Voilà. Et je vais entrer plus dans les détails. Il y a un grand débat à l'échelle mondiale, particulièrement en épidémiologie, mais qui traverse l'ensemble de la médecine. Ce débat, c'est celui des molécules libres. C'est-à-dire, et si on utilisait toutes les molécules à pas cher, qui sont tombées dans le domaine public, qui ne coûtent pas un rond, pour les tester sur les maladies nouvelles? C'est la demande des États en développement et des États développés, particulièrement d'États comme la Chine. Le problème, c'est qu'une partie du monde, des laboratoires occidentaux, et d'ailleurs pas tous, hein, les laboratoires suisses aiment bien la chloroquine, hein, ils l'ont dit, hein, pas tous, mais certains laboratoires n'aiment pas ce débat parce que c'est tellement plus simple de vouloir donner soit des vaccins, soit des médicaments chers sur une nouvelle maladie. Enfin, imagine, sinon on va ruiner le business. Particulièrement dans une industrie pharmaceutique qui, à l'échelle mondiale, a un gros problème. Elle paye beaucoup plus ses commerciaux que ses médecins. Ceux depuis près, enfin, ses médecins, ses laborantins, ses chercheurs. C'est grosso modo, ça date d'une 30aine d'années. Ça nous a déjà coûté un scandale de santé publique qui est le Vioxx. Bon, 27 000 morts au compteur quand même, c'est pas rien. Ça a bousillé ça a augmenté les risques cardiaques d'une manière exponentielle. Et Vioxx, c'est un scandale du médicament parmi d'autres. Donc on joue avec des vies humaines quand même. Je ne sais pas si les gens sont... Pour l'instant, Vioxx a tué plus que le Corona. Pour l'instant. Le Corona, à mon avis, terminera au-dessus. Mais néanmoins, c'est pas rien. 27 000 morts pour un médoc, c'est pas rien. Et tu vois, le professeur Raoult est l'un de ceux qui, en France, relaye ce débat et prend parti pour les molécules libres. Ce qui fait de lui un emmerdeur. Parce qu'il tape dans la marge. Il tape dans la marge, surtout que la marge s'est réduite. Parce que depuis le scandale Vioxx, une partie de l'industrie pharmaceutique vit sur des rentes de situation. Je te donne les 2 rentes de situation, tu ne vas pas être surpris. Enfin, tu as 3 grandes rentes. Le diabète, c'est la maladie qui coûte le plus cher. Le diabète, c'est génial. Le mec, tu vas le traiter à vie. Et plus il fait de complications, parce qu'il les aura toutes. Hein. Il les aura toutes, jusqu'à l'amputation. Maintenant, il a du diabète de type 2 jeune, rentable. Jeune, relativement jeune. C'est-à-dire le vrai problème du diabète, c'est que comme tu as eu l'allongement de la durée de la vie, ils ont coûté beaucoup plus cher. Deuxièmement, les antidépresseurs, rente de situation. Troisièmement, la virilité masculine. Bon, le Viagra. Bon, très bien. Tout ça, ce sont les rentes de l'industrie pharmaceutique. Le problème, c'est que ce n'est pas... Moi, je n'ai rien contre les labos privés. Rien du tout. Je dis juste que la santé publique n'est pas un bien comme les autres, ce n'est pas vrai. Et deuxièmement, quand on n'est pas capable de réformer son fonctionnement interne et de payer correctement ses laborantins, on ne s'étonne pas de ne rien trouver. Voilà. Parce qu'il est vrai que des gens n'ont pas nécessairement fait entre Bac plus 10 et Bac plus 13 pour toucher entre 1800 et 2500 euros et pouvoir culminer en fin de carrière à 2800 euros. Bon. Attention, je sais très bien quel est le salaire médian en France, etc. Je dis juste qu'il est tout à fait normal que des gens ne veuillent pas s'engager dans des études très longues pour des salaires en sachant en plus qu'ils vont travailler avec des commerciaux qui gagneront entre le double et le triple. Je n'ai rien contre les commerciaux de labo. Je dis juste que c'est un système dysfonctionnel. Or, tu comprends qu'un mec comme Raoult devient vite, là-dedans, même pas un mouton noir, une cible. Donc, il faut le décrier, l'humilier, etc. Et je ne dis pas que tous ces contrevenants, enfin tous ces opposants, relèvent de ça. Je dis que certains en relèvent. En tout cas, au moins les 3 médecins qu'on a envoyés publiquement le critiquer, leur déclaration d'intérêt que d'ailleurs, contrairement à la loi Transparence Santé, les chaînes n'ont pas donné et que pourtant une simple recherche Google pouvait permettre de trouver, vu qu'aujourd'hui,
Et là il faut le dire, grâce aux Américains, tu ne peux pas publier d'articles dans la presse scientifique sans mettre tes conflits d'intérêts. Ça a été la réaction américaine au scandale Vioxx. Bon. Or, les 3 médecins qui l'ont, dont celle de la Saint-Pétrière, qui l'ont critiqué, travaillent tous les 3 sur l'un des médicaments qui cherche une alternative à la chloroquine, qui est le laboratoire Gilead. Bon. Autre point, les gens qui veulent faire une étude discovery européenne, comme d'habitude, hein, déjà, n'oubliez pas, hein, lavez-vous bien les mains. Et dès que vous entendez européen, faites gaffe. D'accord ? Prophylaxie, avant tout, prenez soin de vous. Et donc, dès que vous entendez européen, même si c'est dit avec beaucoup de cœur, n'oubliez jamais que le mec qui est en face de vous, c'est pas tout à fait dans le cœur qu'il veut vous la mettre. On est d'accord ? Bon. Or, le grand problème, c'est que l'étude Discovery ne va pas tester. On le sait déjà, elle ne va pas tester le protocole de Raoult. Donc, elle va pouvoir dire que ce protocole ne marche pas sans l'avoir testé. Ce qui est au mieux de la malhonnêteté intellectuelle, au pire du conflit d'intérêts. Et je le dis sincèrement, moi qui ne suis pas, je ne suis pas un admirateur de la démocratie d'avocat, je demande à tous les gens qui seront lésés dans cette affaire d'attaquer le gouvernement, d'attaquer ses porte-paroles, d'attaquer ceux qui se permettent de... Moi, je vous dis juste, faites confiance à vos médecins. Et que beaucoup de médecins ont envie de vous aider par ces traitements. Pourquoi ? Parce qu'ils s'aident eux-mêmes. Il faut faire confiance aux professionnels de santé dans leur âme et conscience. Ensuite, la science validera ou invalidera. La seule chose, c'est que dans médecine de guerre, on revient à l'essence, au sens philosophique du terme, de la médecine. L'essence de la médecine, c'est pas de faire des tests en double aveugle. C'est il vit ou il meurt. Il va mieux, il va pas mieux. Il s'enfonce ou il se relève. Il y a un aspect pastoral dans le fait de médecine. Ça ne veut pas dire d'aider les savants fous, ça veut dire que les hommes en blanc, pour parler comme le professeur, que cette petite ligne de livres sur les médecins qui était fait par le professeur Soubiran, les hommes en blanc ont une charge sociale particulière. Ils doivent permettre aux vivants de vivre le plus possible et préparer le mieux possible les hommes à la mort quand la mort va gagner. C'est une charge de civilisation, ces gens n'ont pas à être traînés dans la boue et surtout pas par des journalistes de droit divin, je le dis sincèrement. Et faisons confiance aux médecins. Moi, j'ai confiance dans les professionnels de santé qui gèrent cette crise. C'est leur abnégation qui fait que la France n'est pas l'Italie. Ce n'est que ça. Parce que malheureusement, les pouvoirs publics, par haine de l'État, par haine de la souveraineté, par adoration de l'Europe, par adulation de la germano-austérité et par haine profonde du peuple français, quand je vois qu'aujourd'hui, on tape dans les mains des infirmières et des médecins alors qu'on leur envoyait des forces de sécurité publique devenues miliciennes au fil des mains coupées et au fil des yeux crevés, qui tapaient dans la gueule des infirmières et qui aujourd'hui vont se rouler par terre pour avoir un traitement, je suis dans un état d'écœurement sans équivalent. Or, que ces gens-là se permettent, après avoir mis l'État par terre, d'en appeler à l'unité nationale, il ne manque pas de souffle. Il manque pas de souffle. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'il survit, Jupiter, parce que entre le fait de ne pas manquer de souffle et le fait d'avoir déjà le nez largement occupé par autre chose, le virus ne s'y risquera pas, croyez-moi. Or, le grand problème, c'est que nous arrivons au scandale d'État, c'est-à-dire parce que M. Lévy à l'INSERM a voulu persécuter le professeur Raoult dès le début de l'IHU en refusant les sigles INSERM et CNRS, que pour cette maladie, il y a un pacte tacite, et d'ailleurs qui se terminera en sonnant et trébuchant, entre l'INSERM et le laboratoire Gilead. Ceci est une prostitution de la recherche publique. Quel est le lien de M. Lévy avec l'État français, juste avant ? Il ne me semble pas que tu l'aies précisé. Il était patron de l'INSERM. Il était patron de l'INSERM. Bon, c'est lui qui est décerné ou non les brevets médicaux de recherche scientifique. Donc, la marque INSERM, la marque CNRS. Et c'est le mari de Mme Buzyn, non ? Et c'est le mari de Mme Buzyn. Je le dis sincèrement, et on en veut au professeur Raoult de s'en être plein auprès du Canard enchaîné comme d'autres. Et je le dis d'autant plus que beaucoup de mes amis ont appelé, je le dis sincèrement,
qu'ils m'ont sonné pour cette affaire. Dès le début, on appelé le canard enchaîné. Parce que si l'homme autorisé à dire qui est médecin qui est médecin à écouter ou pas était le mari avec en plus toutes les autorisations en termes de médicaments et d'autres que ça veut dire, était le mari de la maîtresse de la santé, si Poutine se permettait ça, si Assad se permettait ça, si le dernier chef de brousse se permettait ça, on hurlerait matin, midi, soir à l'État Potemkin, à la République bananière, aux droits de l'homme. Alors non, ce n'est pas Mugabe qui a fait ça, c'est Emmanuel Macron. Et ce sont des actes extrêmement graves et qui devront se payer devant les tribunaux. L'État ne doit jamais pouvoir être suspecté. Et ceux qui, par leur turpitude, affaiblissent l'État doivent le payer, et le payer lourdement. Je n'entrerai pas dans des détails, mais dans des pays totalement civilisés, ces gens-là s'en sortent beaucoup moins bien qu'avec une peine carcérale. Je le dis sincèrement. Or, le grand souci, si tu veux, c'est que le scandale d'État continue, après les masques, les respirateurs, et donc la persécution du brave professeur. Il va avoir l'autre qui est à venir, va être le scandale du déconfinement. Parce que tout ce qui n'a pas été fait pendant le confinement en termes de masques, de respirateurs, de tests, de chloroquine, de traitements, devra être fait pour que nous puissions revenir à la normale. Et là, ça va être un mistigris politique qui va durer jusqu'au présidentiel, qui peut durer jusqu'au présidentiel. Je fais confiance aux journalistes de droit divin, à la servilité de la magistrature française, qui de toute façon, servile, c'est bien le mot, vu que jusqu'en début 1944 a jugé des résistants, et qui aujourd'hui se prosterne devant Emmanuel Macron, qui n'est jamais rien de plus que le VRP de l'économie ouverte et de l'ordre euro-germanique en France, qui, ne l'oublions pas, est la chose qu'Emmanuel Macron a voulu sauver en dépit et contre la survie jusque-là de près de 4000 de nos compatriotes. Est-ce que tu vois une réaction d'Emmanuel Macron dans la prise de position de Joachim Son-Forget et de Alexandre Benalla en faveur du professeur Raoult? Et de Bernard-Henri Lévy. Et de Bernard-Henri Lévy, oui, tu fais bien de préciser. Je suis décontenancé, mon camarade. Mes ennemis me trahissent. Bon, heureusement, nous avons des valeurs sûres. Tu vois, l'Union nationale débute. On a Bernard-Henri Lévy avec nous. Oui, mais sincèrement, j'aime les gens qui ne me choquent pas trop. Tu sais, je commence à vieillir. J'aime bien les gens qui respectent mon petit confort. Donc, merci, Dany Braguette Magique, d'être toujours ce que tu es. Hein. Et merci, mon bon Bernard Kouchner. Hein. Mon nanar, mon Moriarty à moi, ça fait 15 ans que je te vois dans les coups les plus foireux et tu ne me déçois pas encore un coup. Mais tu vois, je vais dire Bernard-Henri Lévy, ça m'a fait un coup. Et surtout, je pense, alors c'est une hypothèse de travail et je ne la garantis pas à nos auditeurs, mais voilà ce que j'ai dans la tête. Je pense qu'il y a une guerre interne dans la Macronie. Cette guerre interne oppose les proches du président, qui veulent sa réélection, aux mandants du président, et particulièrement certains mandants proches des milieux de la pharmacie, qui, contrairement aux bancaires, aux banques ou à certains autres mandants d'Emmanuel Macron, n'ont pas pu croquer ce qu'on leur avait promis. Ils disent, écoute, nous on veut du retour sur investissement. Je vous rappelle que l'élection d'Emmanuel Macron, ça a été 17 000 articles de presse et qu'il a bien fallu quelqu'un pour les payer. Et ces gens-là n'aiment pas ne pas avoir de retour sur investissement. C'est une hypothèse. Mais je pense que l'un des clans est dominé par Brigitte Macron, qui est celle qui a été certainement celle qui a essayé le plus d'éviter les errements du président, et que tout le reste, c'est autour de Buzyn, autour de Véran. Aussi, au-delà de cette guerre de clans, il y a tous ceux qui jouent leur tête. Agnès Buzyn et M. Lévy, Sibeth Ndiaye, qui elle pourrait avoir de très très gros problèmes judiciaires. Le brave Jérôme Salomon. Je rappelle que Jérôme Salomon était le factotum du grand professeur Perron à Garches. Donc pour vous dire que le professeur Raoult a des médecins très haut placés avec lui. Et pour finir, Édouard Philippe, dont la tête est aujourd'hui sur le bio. Ce qui vous explique pourquoi Paris se remplit des tranchées faites par les dents de Jean-Michel Blanquer.
et qui n'en peut plus d'attendre Matignon. Et c'est pour ça d'ailleurs que le ministre de l'Éducation nationale parle certainement plus que le ministre de la Santé. Tous ces braves gens-là aussi jouent leur tête et donc essayent de maintenir la pression pour qu'on évite de faire ce que tous les autres pays font, c'est-à-dire de donner aux médecins libéraux le droit de suivre leurs patients avec un protocole strict. Je vous l'ai lu, le Vidal, oui. Alors, et d'ailleurs, le protocole Raoult va très loin. Il demande 2 électrocardiogrames, un J1, un J3. Ensuite, si vous ne voulez pas de ce traitement, personne ne vous y forcera. Mais ceux qui le veulent pour les leurs, et je demande d'ailleurs à ceux qui dégueulent sur les soignants et sur les patients, enfin sur les médecins, ayez l'obligeance, quand ce sera votre père, votre mère, votre soeur, votre fils, de ne pas faire de revirement. Hein. Pas de fausses notes. Pas de fausses notes. Bon. Je pense qu'une partie de la Macronie veut protéger le petit et permettre sa réélection, et qu'une autre est dans une optique de terre brûlée parce qu'ils savent qu'il va falloir changer de cheval, mais veulent faire poursuivre le capitalisme du désastre et la vente du pays à la découpe. C'est ce que je crains, c'est une hypothèse. Voilà, c'est sur ce chemin que mes équipes m'ont conduit avec tous les documents qu'elles ont trouvés. Je tenais particulièrement à Laurent, qui se reconnaîtra à lui rendre hommage parce qu'il travaille sur ce dossier depuis décembre. C'est aussi pour ça que je suis apparu peut-être détendu à l'excès et je m'en excuse sur ce dossier, mais nous l'avions lourdement vu venir. Et si l'État était dans l'État, je vous rappelle que la pire grippe asiatique que la France ait affrontée après la grippe espagnole n'est pas du tout le Covid, c'est la grippe de 57 qui a tué 100 000 femmes enceintes, majoritairement des femmes enceintes. Ce qui, pardonnez-moi, et là je vais avoir une parole non libérale qui me sera reprochée, c'est plus grave pour un pays et pour un peuple de perdre 100 000 femmes enceintes que de perdre malheureusement des gens de plus de 80 ou 90 ans ou de 70 ans. C'est triste, mais c'est comme ça. Et je le dis d'autant plus que nous perdons ici, enfin ma famille voit tous les jours des gens qui s'en vont, mais la grippe saisonnière les aurait peut-être tués, d'autres choses les auraient peut-être tués. Je vous rappelle que la canicule, il y a quelques années, a tué près de 20 000 Français et que malheureusement, Staline avait raison, à la fin, c'est la mort qui gagne, en tout cas à l'échelle individuelle. Et c'est pour ça qu'il faut être un peuple, que c'est le seul moyen pour les hommes de déjouer ce fait que la mort est la plus belle invention de la vie, comme disait Steve Jobs sur la fin. Il n'y a que par le peuple que nous sommes immortels. C'est la seule immortalité qui soit à notre portée. Ça et le fait de faire des enfants. Tout le reste, c'est de la littérature scientifique, c'est de la littérature, pardonnez-moi, fantastique, parfois d'ailleurs de très piètre qualité. Voilà. Pierre-Yves, est-ce qu'on en a terminé sur la chloroquine ou est-ce que tu souhaites ajouter? La chloroquine, je pense que, je ne sais pas, est-ce que tu vois un angle mort, quelque chose que je n'aurais pas soulevé? Non, ça me semble. Je pense que là, on y est. Je le dis juste un dernier point. Le sang contaminé, ça a été 1800 contaminés, 1000 morts. Ça a défiguré une partie du monde médical français. D'ailleurs, il n'y a que les médecins qui ont payé, dont le docteur Garetta, qui a été condamné à 4 ans, qui en a fait 3. Les politiques s'en sont sortis. C'était le fameux condamnable. C'était le fameux condamnable, mais c'était responsable mais pas coupable. Responsable mais pas coupable, et ensuite coupable mais pas condamnable, qui a permis de blanchir des gens comme Laurent Fabius, comme Edmond Hervé. Certains ont porté leur croix. Je pense à Georgina Dufoy, ministre des Affaires sociales à l'époque, qui est devenue religieuse, évangélique, pour expier sa part de responsabilité, et qu'il va falloir que certains soient rappelés à leur responsabilité parce que une cité républicaine ne peut pas être dominée par de grands enfants capricieux et irresponsables.